Bien. Je vous propose de poursuivre cet après-midi. Madame la secrétaire générale, Madame le rapporteur, mes chers collègues, je salue la présence cet après-midi de Madame Claire Landais, secrétaire générale du gouvernement. Bonjour Madame, nous avons souhaité vous entendre car le secrétariat général du gouvernement occupe une place centrale, souvent peu connue du grand public, pour assurer le bon fonctionnement et la régularité de l'action du gouvernement. Au quotidien, vous êtes chargé de l'organisation du travail gouvernemental et du respect des procédures. Vous apportez également un conseil juridique au gouvernement et vous êtes, avec vos services, la garante de la continuité de l'action gouvernementale à travers les changements politiques. À ce titre, vous êtes donc la 4e titulaire de ce poste en presque 30 ans. Enfin, vous supervisez aussi les services du Premier ministre. Vous disposez donc d'une vision très transversale sur les politiques menées et votre vision du processus d'agencification de l'État, qui a déjà été décrit au cours de nos premières auditions, nous sera très utile. Les gouvernements successifs ont produit plusieurs circulaires depuis 15 ans, signés par les premiers ministres, donc préparés par le secrétariat général du gouvernement, afin de mieux organiser le recours à l'agence et de mieux exercer la tutelle. Pourtant, à l'issue des premières auditions, le sentiment qui prédomine est celui, pour beaucoup d'agences et d'opérateurs, de l'absence de feuille de route claire et bien pilotée par l'administration centrale. Qu'en pensez-vous? Quel bilan en faites-vous? C'est en raison de votre rôle de coordination que Madame le rapporteur s'est adressée à vous pour disposer d'informations chiffrées sur les agences, opérateurs et commissions consultatives. Vous avez répondu avec diligence, je vous en remercie, en coordination avec les ministères. La base de données de la direction du budget identifie ainsi 1169 organismes publics nationaux, définition qui méritera sans doute d'être précisée. Parmi ceux-ci figurent 426 opérateurs que nous connaissons mieux parce que les documents budgétaires donnent des éléments sur les effectifs et les grandes masses de leurs dépenses. Par contre, je constate que les données financières sont partielles pour un peu plus de 200 organismes supplémentaires et parfois aucune donnée financière n'est fournie, notamment par exemple pour l'ANRU ou encore de la part des agences qui dépendent de la sécurité sociale. J'aurais donc une première question. Comment ceci est-il possible? Par ailleurs, le secrétariat général du gouvernement suit de manière plus directe les commissions consultatives au nombre de 317. Vous pourrez donc développer particulièrement ce point. Bien que leur nombre ait été divisé par 2 en 15 ans, leur existence fait toujours l'objet de critiques. Néanmoins, l'examen au Sénat d'une proposition de loi sur le sujet, comme en a témoigné son rapporteur Hervé Reynaud, qui est membre de notre commission d'enquête, a permis de mieux comprendre pourquoi nombre d'entre elles continuent à exister. J'aurai donc ici 2 questions plus précises à ce sujet. Partagez-vous l'idée que le mouvement de diminution du nombre de ces commissions doit se poursuivre? Quelles sont les difficultés concrètes auxquelles se heurte le gouvernement lorsqu'il poursuit cette ambition? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Très bien, merci madame. Écoutez, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif, en effet, d'une petite dizaine de minutes, et on laissera la parole à madame le rapporteur, qui enchaînera avec un certain nombre de questions, et à l'issue avec nos collègues qui sont avec nous dans cette commission d'enquête. Merci madame. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, bonjour à tous, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'avoir convié à cette audition. Merci d'avoir un peu campé le paysage sur ce qu'est le SGG. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très connu. Je me permettrai peut-être juste d'ajouter 2-3 mots pour dire un peu d'où je parle, notamment parce que ce sujet a suscité pas mal de réactions, d'articles, et qu'on prête au SGG beaucoup de choses qu'il ne fait pas, même si on a un rôle qui est effectivement très proche de l'autorité politique. Enfin, vraiment, le SGG est le bras armé administratif de
de proximité et j'espère de confiance pour les premiers ministres successifs. Mais ce n'est pas non plus, et dans le temps, le périmètre du SGG a pu évoluer, un centre de gouvernement avec toutes les fonctions interministérielles et un observatoire de tout ce qui se passe au sein de l'État. Donc on est quand même assez centré autour du fonctionnement interministériel et gouvernemental, ce qui peut être particulièrement exigeant quand il y a des renouvellements qui s'accélèrent, parce que c'est quand même vraiment le SGG qui sert à l'installation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Évidemment, en restant toujours c'est le bras armé administratif, avec une séparation très claire avec les équipes politiques des cabinets ministériels et du cabinet du Premier ministre en particulier, et un tropisme juridique très marqué, mais donc de contrôle de régularité. Ça en fait évidemment un poste d'observation très intéressant sur tous les grands les projets, le déploiement des feuilles de route politiques, mais aussi les grandes réflexions autour du fonctionnement de l'État. Et donc, évidemment, je comprends pourquoi vous avez sollicité le SGG, même si, encore une fois, je vois ce sujet des opérateurs par un prisme qui n'est pas une pratique au quotidien de la relation avec les opérateurs, parce que, comme je vous le disais, l'écosystème du SGG, c'est vraiment plus le monde des ministres et de leurs cabinets et des administrations centrales. C'est le cas aussi parce que je préside les comités d'audition des candidats au poste de directeur d'administration centrale, donc je connais en fait mieux ces fonctions et les gens qui les occupent. J'ai pas dans les RIM, donc on est aussi un peu le greffier ou le notaire des Matignon, on convoque les directeurs de cabinet qui envoient eux-mêmes leurs représentants. Là aussi, ce sont des représentants de l'administration centrale, quand ce ne sont pas les cabinets eux-mêmes qui viennent en réunion interministérielle. Il est assez rare qu'en fait les opérateurs soient invités à dépêcher des représentants. Quand on accompagne les commissaires du gouvernement au Conseil d'État, ce sont des membres de l'administration centrale. Bref, on est quand même, c'est ça notre écosystème à nous. Et donc moi, je connais pas intimement le monde des opérateurs. En revanche, je dirais qu'il y a plusieurs prismes par lesquels on a quand même accès à ces sujets. D'abord, vous l'avez relevé, et on y reviendra, mais dans ces cercles concentriques ou qui s'agrègent, il y en a qu'on connaît mieux parce qu'on essaye de les réguler. Alors on régule, on essaye on porte pas de politique publique au SGG, sinon, on va dire, on essaye de porter une politique publique de qualité de la norme et d'essayer de contenir l'inflation normative, et donc on essaie de faire de la régulation de la prise de texte, y compris quand il s'agit de créer de nouvelles entités, quelles qu'elles soient. Et on a un rôle de tout particulier sur les commissions administratives, puisque on est en charge d'un mécanisme qu'on appelle le 2 pour 1, qui nous a permis, après une grande campagne de suppression de commissions, de, en flux, continuer à veiller à ce que la tendance ne reparte pas à la hausse, et de fait, je crois qu'on arrive assez bien à contenir les choses. Mais on voit aussi passer un décret créant un établissement public, on voit passer les projets de créer des services à compétence nationale. Donc on a ce regard par le prisme de la prise de texte. Je suis aussi, j'anime le comité des secrétaires généraux des ministères, et je suis moi-même l'équivalent d'une secrétaire générale d'un ministère un peu particulier, puisque ce sont les services du Premier ministre qui sont assez éclatés en entités. Il y a 3600 personnes dans les services du Premier ministre, dans des entités assez très, très différentes, de taille, de nature, de registre d'intervention. Mais enfin, je suis un primus inter pares parmi les directeurs ou les secrétaires généraux qui sont dans les services du Premier ministre. Donc à ce titre, et aussi parce que j'avais été GDSN avant, j'ai aussi une vision de ce que sont les opérateurs des SPM et les services à compétence nationale. Donc j'ai cette petite expérience-là. Et puis évidemment, comme j'ai ce lien avec les secrétaires généraux des ministères et que je suis proche des autorités politiques, je suis souvent sollicitée pour
pour soit animer, soit participer, contribuer à des travaux, des chantiers de réflexion. Et typiquement, effectivement, le Premier ministre, à vrai dire Michel Barnier, d'abord avait demandé une réflexion sur le paysage des opérateurs, sa rationalisation potentielle, commande qu'a confirmé François Bayrou. Et donc à ce titre, avec le DITP et la directrice du budget, donc le délégué interministériel à la transformation publique et la directrice du budget, on a fait un cycle où on a rencontré, mais sur ce sujet particulier des opérateurs, chacun des secrétaires généraux chacun des secrétaires généraux de ministères, donc une dizaine, avec un seul collaborateur pour être dans une discussion, un échange assez libre et ouvert où on puisse poser sur la table certains sujets. Et en fait, ce dialogue sur les opérateurs, il a débordé assez vite sur un sujet plus large qu'avait mis qu'avait souhaité ouvrir aussi le Premier ministre, qui est un chantier plus large sur la refondation de l'action publique, dans lequel finalement l'entrée organique par les opérateurs n'est qu'une des entrées possibles, et c'est l'entrée mission qui devient l'entrée principale, sans évincer complètement la réflexion sur les opérateurs, qui est liée d'ailleurs, mais je trouve que c'est plus fructueux, à vrai dire, de prendre les choses par une entrée mission que par une entrée institutionnelle. Si vous me permettez de rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est intéressant donc que vous évoquiez ce cycle de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous préciser le périmètre sur lequel porte la réflexion du DITP et de la directrice du budget, parce que donc, je vous remercie vraiment pour les jeux de données que vous nous avez communiqués, et en plus en les actualisant au fur et à mesure de la remontée d'informations. J'avoue être un peu sceptique sur la connaissance de l'État central sur ces organismes qui tournent autour de lui, puisque, on a analysé rapidement les données que vous nous avez transmises. Voilà, on a des informations de nature très disparate, et il y a quand même certaines entités publiques sur lesquelles les informations financières, effectifs sont très, très lacunaires. Donc, j'aurais aimé savoir si, dans la feuille de route qui vous a été confiée par les premiers ministres successifs, la réflexion doit porter que sur les opérateurs tels qu'ils sont recensés dans le jaune budgétaire, ou est-ce que vous avez, comme nous, une vision beaucoup plus large qui va des opérateurs jusqu'au comité consultatif? Parce que si c'est le cas, déjà, le fait qu'on ne dispose pas de toutes les informations, et on a demandé des informations, des tableaux de chiffres à remplir, donc qui en soi, si les ministères exerçaient bien la tutelle sur les organismes qui sont chacun dans leur pôle ministériel, ils devraient pouvoir remplir ces tableaux, au moins en allant même demander aux entités en question de redonner les chiffres. J'ai vu, Madame le rapporteur, votre frustration transparaître assez clairement dans une interview. Donc, peut-être plusieurs choses. D'abord, finalement, ces périmètres, sauf à ce que vous démentiez, mais ce chiffre de 1169, il est né du tableau que m'a transmis l'ADB, que je vous ai retransmis sans faire de tri à l'intérieur. C'est pas bien, parce que peut-être que j'aurais dû immédiatement demander à l'ADB comment elle l'avait construit. Je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas exactement par quels critères tout... Oui, très bien, parce que on est d'accord que dans ce premier tableau à 1169 entrées, il y a des choses de nature tellement différente, des tout petits objets sur lesquels je ne suis même pas sûre qu'on puisse parler de tutelle de l'État, des choses très très locales. Je ne sais pas, il y a des blanchisseries interhospitalières, donc là il y a des associations, donc il y a en plus des natures juridiques d'objets dont la relation avec l'État est très variable. Alors après, donc c'est 1169. Je ne sais pas s'il faut le prendre comme un périmètre.
il se trouve que ça figurait dans un fichier DB. Il faut comprendre pourquoi ça figurait dans un fichier DB, mais je ne crois pas que ça doit être notre champ d'investigation. Enfin, le vôtre, c'est évidemment vous qui décidez, mais nous la commande du PM, elle ne portait pas sur ces 1169. D'ailleurs, quand Michel Barnier nous a demandé de réfléchir aux opérateurs, moi, je n'avais pas d'idée qu'il y avait 1169 entités dans le fichier de la DB. Et c'est vrai qu'on a ouvert la réflexion avec les secrétaires généraux de ministère plutôt sur le champ des opérateurs au sens du jaune budgétaire, mais on apportait en fait dans la réflexion et dans l'échange avec les secrétaires généraux d'autres types d'organismes qui ne sont pas opérateurs au sens du jaune, mais qui sont suffisamment structurants pour les politiques publiques pour que ce soit intéressant d'aborder le questionnement sur leur existence, leur raison d'être, leur recoupement potentiel avec d'autres entités, etc. Donc on n'a pas un champ d'investigation très bien défini, très précisément défini, mais on va dire que c'est plutôt l'entrée opérateur jaune en débordant d'autant plus récemment qu'on nous a demandé aussi de réfléchir à nos missions et que ça renouvelle un peu l'exercice de questionnement sur les opérateurs que de réfléchir sur les entrées-missions. Je me permets juste d'ajouter que, évidemment, par ailleurs, pardon de vous dire ça comme ça, mais on a eu peu de temps pour la première vague en fait de réponses et du coup je pense qu'on a cherché à faire vite et à vous montrer que évidemment on répondait à la représentation nationale. Ça ne veut pas dire que dans les semaines qui viennent on puisse pas affiner, supprimer des doublons, peut-être à vrai dire aussi. Si vous nous dites que vous êtes à l'aise avec ça, retirer certaines lignes qui ne présentent pas d'intérêt, y compris pour vous, et demander au ministère de compléter les données que, comme vous l'avez vu, j'ai quand même, pour les 4 tableaux principaux, récolté d'abord auprès de l'ADB, du CGFI, qui complète finalement le contrôle budgétaire et financier de l'ADB et de la DGFIP, qui elle-même, DGFIP, INSEE, qui ont des remontées, mais qui celles-là sont effectivement plus lacunaires, parce que ça dépend de la façon dont les établissements remplissent les données. J'ai demandé au ministère de compléter. Je suis sûre qu'il leur en reste sous le pied, surtout si vous nous laissez le temps qu'ils puissent avoir, y compris d'ailleurs, il y a beaucoup de données qui sont dans les DRFIP, dans les rectorats, donc on n'a pas fait ce travail de remontée aussi du terrain. Donc je pense que, je peux comprendre que vous soyez inquiète parfois, mais sur certains sujets, je pense que c'est juste une question de temps de remontée aussi. Après, on est tous en train de se mettre la pression et la commande qui nous est faite et donc la création de la commission d'enquête, c'est aussi pour la préparation du budget, le PLF 2025, qu'on a aussi des délais à tenir sur. Voilà. Et je pense que tout ça en effet est très compliqué parce qu'il y a énormément de données à traiter. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir qu'on puisse alimenter la réflexion du gouvernement sur la base d'un travail que la commission d'enquête doit fournir. Donc c'est là où on va tous se retrouver coincés à un moment donné quand même. Je pense justement en tant que SGG, quel regard vous portez sur le fait que dans ces tableaux que vous nous avez transmis, certes dans des délais courts, mais on n'ait pas de données financières sur, je cite quand même, l'Institut de France, les chambres d'agriculture, l'ANRU, on ne parle pas d'objets, je ne parle pas des blanchisseries de centres hospitaliers, je parle quand même d'objets publics de taille assez significative, et toujours sur cette question des données et des tableaux. Un certain nombre des opérateurs sont regroupés en fait en opérateurs uniques. Par exemple, les universités, vous les suivez par My Université, c'est la même chose pour les écoles d'ingénieurs. Donc, ce qui peut avoir un sens si on veut suivre la politique publique de formation, mais si après on veut s'intéresser dans le détail, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous assurer que si jamais on vous demandait d'appuyer sur un bouton, vous seriez capable de nous sortir les chiffres par université? Je vous rassure, les universités, on a décidé de les exclure de notre champ, mais là, c'est plus le regard des informations qu'on souhaite avoir sur la capacité de l'État central à exercer un rôle de tutelle sur ces organismes qui lui sont extérieurs. Oui, je ne mettrai pas ma main. J'ai dit je le jure, donc je vais prêter serment. Je ne vais pas vous dire que sur tous les sujets, presse-bouton, on saurait répondre à toutes les. Mais je crois honnêtement qu'il ne faut pas voir ces tableaux comme, à ce stade, en tout cas dans leur état actuel, comme la traduction de la réalité du regard porté par l'État
pas seulement centrale, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont vues dans les services déconcentrés, et c'est tant mieux, et ça suffit. Et donc, les lacunes ne sont pas, des tableaux ne sont pas la traduction de lacunes dans le contrôle ou la tutelle. Maintenant, je prends vos points. Il faut que sur les objets structurants, on soit évidemment capable de vous dire, et donc j'ai noté Institut de France, j'ai noté en rue, je suis désolée, le 3e, Chambre d'agriculture. SNCF, enfin voilà, les principaux qu'on a listés, qui pour nous sont quand même des objets sur lesquels les fonds publics qui sont loin, on ne parle pas de 3 €, hein, donc voilà, j'avoue que c'est pour ça qu'on est, voilà, on peut se poser des questions sur la manière dont est fait le contrôle, et c'est d'ailleurs des questions aussi qu'on souhaitait vous adresser, puisque au-delà des données financières, est-ce qu'aujourd'hui le SGG a un rôle d'animateur sur la manière dont les différents ministères, justement, accomplissent ce rôle de commissaire du gouvernement, et est-ce qu'on a une politique unifiée du rôle de commissaire du gouvernement dans chacune de ces agences ou opérateurs, enfin, dès lors que l'État est présent dans les conseils d'administration? Alors, c'est pas... Non, enfin, je ne vais pas vous dire que le SGG a un rôle à jouer. Je me permets, c'est pas pour me dédouaner, mais c'est juste pour... c'est pour ça que j'ai dit au début qu'on avait quand même un tropisme assez organisation du travail interministériel et droit, parce que juste pour vous donner une idée, en fait, au SGG, on est 93 aujourd'hui, 60 catégories A+, et une trentaine de catégories B et C, parce qu'en fait, c'est une maison de gestion de flux de convocation de RIM, de flux de compte-rendu de RIM, de flux d'interface avec énormément d'institutions, d'interface administrative. Hein. L'interface avec le Parlement, elle est faite par le cabinet du Premier ministre ou le Premier ministre lui-même et le ministère des Relations avec le Parlement, mais c'est nous qui vous envoyons au Parlement tous les textes, organisons les navettes, envoyons la demande de procédure accélérée, réceptionnons les questions écrites, renvoyons les réponses, même si on les écrit pas nous-mêmes. Enfin, je veux dire, en fait, c'est d'abord une maison de flux et d'ailleurs d'édition du journal officiel, donc notre fil à la patte de tous les jours. Donc on n'est pas... c'est vrai que le contrôle des opérateurs, on essaye côté SGG et des SAF, SGG, c'est-à-dire moi, hein, parce que moi, dans ces 93 personnes, j'ai absolument pas de... C'est ce que je disais, je n'ai personne là sur ce sujet-là, j'ai travaillé toute seule. Après, heureusement, je suis positionnée suffisamment bien dans l'administration pour avoir beaucoup de relais et être capable de demander des données et de les récupérer, pas complètes, mais enfin, j'ai pas une administration qui me permettrait d'assurer... Vous nous avez dit en introduction que vous aviez un rôle d'animateur et que vous réunissiez notamment l'ensemble des secrétaires généraux des ministères. Donc, si ce n'est pas le SGG qui remplit cette mission, peut-être que jamais personne n'a écrit une doctrine de l'État sur le contrôle des opérateurs. Et si ce n'est pas vous, est-ce que vous pouvez nous dire qui remplit cette mission? Je vois pourquoi ça serait la DGAFP, mais peut-être que c'est la DGAFP. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Où on peut trouver un interlocuteur pour nous parler? Non, mais enfin, je ne veux pas non plus me dédouaner. C'est-à-dire qu'on est effectivement, enfin, le comité des SG et donc l'animatrice que j'en suis, c'est quand même un bon endroit pour réfléchir à nos sujets transversaux. Et le sujet de l'exercice de la tutelle est un sujet transversal. Donc je ne vais pas vous dire que... on y réfléchit depuis quelques semaines à nouveau. C'est des sujets un peu de cycle, c'est-à-dire que régulièrement, il y a une réflexion, régulièrement, il y a une tendance... l'agencification, elle n'est pas née d'une volonté centrifuge individuelle. Il y a eu un moment, politiquement, un choix de dissocier l'État stratège de la gestion un peu industrielle de certains dispositifs. Ça a semblé être propice à une bonne gestion. Ça s'est mis en place. De fait, aujourd'hui, j'ai tendance à penser, en voyant l'administration centrale, qu'elle manque parfois de capacité à peser vis-à-vis d'opérateurs, pas tous, mais de certains qui ont pris beaucoup d'ampleur, non pas parce qu'ils ont cherché, j'essaye, pardon de vous dire ça, mais dans mon travail, d'être
d'avoir de l'empathie pour les interlocuteurs, et je trouve que tout ce qui met de la tension entre nos institutions dans ce monde déjà plein de tensions n'est pas bon, donc je préfère essayer de trouver les moyens d'une bonne coopération. Et donc j'essaye voilà, je mets en cause personne, et je ne pense pas que les opérateurs cherchent à jouer contre le politique, ce qu'on sent un tout petit peu dans les débats sur le sujet des opérateurs, ni que l'administration centrale doivent toujours se sentir un peu Calimero et par rapport à des gros qui auraient pris tout le pouvoir. Voilà. Mais de fait, on est plutôt dans une période où l'administration centrale se sent un peu démunie parfois pour continuer à assurer une tutelle stratégique et être un bon challenger de certains gros opérateurs. Et je pense que quand on réfléchit à la question de la relation entre le politique et les opérateurs, parce qu'il y a un peu de ça, l'impression parfois des autorités politiques d'avoir perdu un peu de capacité à faire embrayer les opérateurs sur leur impulsion, il ne faut pas oublier cet autre acteur qui est l'administration centrale, et même à vrai dire au sein de l'administration centrale, parfois le sujet entre les secrétaires généraux qui ont des habitudes, des réflexes de tutelle, et les directions métiers qui en ont d'autres. Et il faut qu'en fait les secrétaires généraux et les tutelles métiers fonctionnent bien, et qu'elles puissent avoir un jeu institutionnel avec le ministre, et que le ministre les utilise bien aussi pour être des interlocuteurs de gros DG d'opérateurs efficaces. Vous nous avez dit que la réflexion revenait depuis quelques semaines. Mais est-ce que c'est... Donc j'entends aussi que vous aviez l'air de dire que ce n'était pas une réflexion nouvelle, mais est-ce qu'il y a un document de nature administrative qui définit les missions du contrôle, enfin du rôle de commissaire du gouvernement? Il n'y en a peut-être pas. Hein, les missions du... Enfin, en tout cas, vous ne l'avez pas en tête. S'il y en a un... Du commissaire du gouvernement, enfin, je sais pas, il y a eu beaucoup de circulaires qui quand même décrivent mais les circulaires, ça suffit. Hein. Enfin, on est dans l'organisation administrative. Hein. Donc, enfin, alors... je veux dire, une circulaire, un arrêté, tout ça, c'est de l'organisation administrative. Toujours sur cette question du contrôle. En revanche, pardon, mais après, il y a sur la tutelle financière, comptable. Oui, il y a le CGFI, mais ça, et plus sur la tutelle aussi en termes de politique publique et des missions qui sont confiées aux agences. Est-ce que quelqu'un vérifie que les COP ou les COM sont bien signés, renouvelés, puisque finalement, sinon, c'est laissé à la responsabilité de chaque ministère. Mais si jamais on... Enfin, voilà, pareil, quand j'ai vu que les ministres allaient demander aux agences de venir redéfinir quelles étaient leurs missions, dans la sorte de revue des missions, on l'a tous lu, je pense, dans la presse, ça paraît surprenant, alors même que ces ministères sont commissaires du gouvernement dans ces agences, ils sont censés vérifier, signer des COP ou des COM avec ces opérateurs. Donc, est-ce qu'il y a un endroit, une tour de contrôle? Il n'y en a peut-être pas, c'est le sens de... Enfin, voilà, ce que je cherche à savoir. Une réponse, et après ça, on passe la parole à Pierre-Alain. Non, mais les ministères, oui, bien sûr qu'ils savent. Et honnêtement, moi, je sors d'un cycle de réunions avec les secrétaires généraux. J'ai vraiment eu l'impression, vous me croyez sur parole ou pas, mais qu'ils connaissaient leur cheptel d'opérateurs. Ils les connaissaient bien, ils savaient leurs limites, ils savaient là où ils avaient du mal à les challenger. Donc je ne vous parle pas des 1169, mais des opérateurs structurants pour leur politique publique. Ils les connaissent bien, ils savent où ils en sont dans les COP, ils savent ce qui a fonctionné ou pas, ils essayent de poser des indicateurs, ils essayent d'avoir des leviers sur... Donc oui, je crois que... Alors, est-ce que c'est centralisé? Est-ce que moi, je sais où ils en sont, à quel moment ça va être renouvelé? Non, mais... Et pour le coup, je crois qu'il n'y a nulle part une centralisation de tout ça, mais ça, il faut quand même aussi... se dire que c'est normal et c'est sain que ça relève des ministères. Quant à la demande des opérateurs, passée à tout le monde, à vrai dire, par le Premier ministre lui-même, d'avoir un retour en 2 pages, lisible, des missions, je trouve plutôt intéressant
que ça monte à la fois des administrations centrales, puisque chaque directeur a fait remonter, y compris moi, une petite fichette sur c'est quoi nos missions essentielles, et que ça remonte aussi des opérateurs. Après, est-ce que donc ça doit faire, ça fait plusieurs centaines de fiches. Comment elles vont être exploitées, à quel point c'est facile de comprendre si c'est la bonne répartition, si on est bien resté sur le modèle conception dans les administrations centrales, mise en œuvre dans les opérateurs, ou qu'il y a parfois une répartition qui est moins claire aujourd'hui, le principe de spécialité moins bien respecté. Ça, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut remettre sur le tapis. Pierre-Alain. Oui, Madame la secrétaire générale, lors d'une audition que vous avez faite en janvier 2020 devant la commission d'enquête du Sénat concernant l'influence des cabinets de conseil dans les politiques publiques de l'État, vous avez défendu l'externalisation de certaines missions de l'État lorsque la technicité du sujet le justifie. C'était le cas, je crois, de la loi d'orientation sur les mobilités. Ce raisonnement peut-il se transposer au processus d'agentification de l'État qui délègue certaines de ses missions à des agences publiques, comme cela a été évoqué? Et dans quelle mesure ces deux dynamiques, recours aux cabinets privés et multiplication de recours à des agences, traduisent-elles une même volonté d'externalisation des compétences de l'administration centrale, et quels sont, selon vous, à la fois les risques, mais aussi les bénéfices? Merci de cette question. Je crois que j'avais dit... on m'avait posé la question de savoir si c'était normal qu'une étude d'impact d'un projet de loi avait été confiée à un cabinet privé. J'avais répondu que évidemment, quand il s'agit de décrire l'objectif stratégique, la réflexion sur les alternatives, tout ça n'a aucune raison de se retrouver entre les mains d'un cabinet de conseil qui ne doit pas rentrer dans la décision stratégique. Qu'en revanche, savoir quels seraient les effets sur telle ou telle population d'entreprise, de telle ou telle... donc vraiment l'évaluation des impacts, ça, je ne trouvais pas ça forcément choquant. Il se trouve que, mais c'est un bon exemple d'aiguillon par une commission d'enquête. Enfin, les choses ont beaucoup changé sur le terrain du recours au cabinet de conseil. Parfois, je l'avais dit aussi, je continue à le penser, je pense que heureusement qu'on a aussi su faire appel à des cabinets de conseil. Donc, quand on a des périodes de pic d'activité, ça permet de lisser des choses, ça permet d'avoir un regard extérieur. Il ne faut pas s'abonner aux regards extérieurs qui sont toujours les mêmes parce que ça ne sert plus à rien, parce que ça devient plus extérieur. Enfin bon, bref, j'ai essayé d'être dans la nuance aussi. Alors, est-ce que c'est le même type de réflexion, celui sur les agences? On parle d'agencification, c'est un mot qui cache des réalités assez différentes, des phénomènes parfois très anciens. Les établissements publics dans notre paysage administratif, c'est vraiment pas des objets nouveaux. Et donc, il y a une distance par rapport à l'administration centrale et donc au ministre, parce que c'est vrai que l'administration centrale elle est directement sous la main du ministre, tandis que les opérateurs ont une forme d'autonomie plus ou moins importante, suivant que c'est une personnalité morale, mais on parle plutôt de ça quand même. Et donc c'est pas une externalisation au sens où on sortirait de la sphère étatique. On a des établissements publics qui sont bien des établissements de l'État, rattachés à l'État, avec une tutelle de l'État, etc. Après, les logiques, elles sont... qui ont justifié qu'on crée des agences plutôt que de garder ça complètement en régie au sein d'une administration centrale. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que c'était plus efficace. Et je pense que ça reste vrai dans certains cas. Et même pourvu qu'on sache bien tracer la frontière, ça reste le cas. C'est-à-dire la conception, le stratégique en administration centrale, la mise en œuvre, la gestion industrielle de certains dispositifs d'aide, notamment de transfert dans une agence, ça conserve du sens. L'idée que l'autonomie par rapport à la centrale permette d'associer à la gouvernance des élus locaux, des parties prenantes, ça conserve du sens. L'idée que c'est plus facile de susciter des ressources propres quand on autonomise, ça conserve un sens. Il y a peut-être un argument qu'on voit un peu moins dans ce que j'ai regardé à nouveau comme littérature. Je pense aussi
c'est un peu là, d'ailleurs, le revers de la médaille d'une critique sur le mode. Les opérateurs, certaines agences seraient composées d'agents très, très militants qui finalement se sentiraient propriétaires de leur agence. Moi, enfin, je pense, mais je pense que globalement, l'administration de l'État est extrêmement loyale. Et c'est tant mieux, ça fait partie de nos premières obligations déontologiques. Et que donc, cette idée que certains essaieraient de se sortir de la sphère d'influence politique est... Non, je sais bien. Mais ce que j'allais dire, que le revers de ce sentiment que certains ont qu'il y a du militantisme, c'est en revanche l'engagement pour certaines thématiques publiques, certaines politiques publiques. Et c'est vrai que l'attractivité de la fonction publique est un sujet aujourd'hui. C'est pas une évidence. Et que le fait, il y a certains agents qui s'engagent parce que c'est telle agence, enfin, c'est pas l'agence au sens, c'est pas l'organe agence, mais c'est telle thématique portée par quelque chose de très bien identifié. Donc voilà, là aussi, je mets un peu de nuance, mais je pense que parfois, ce phénomène d'agencification, il a permis de conserver une attractivité qui est utile et précieuse. En revanche, il y a des limites à ces mécanismes. D'abord, on est d'accord, je pense, vous l'avez dit, mais qu'il n'y a pas de foisonnement immaîtrisé. J'ai bien entendu votre interrogation sur est-ce que l'État a les idées claires sur le paysage, mais en tout cas, ce paysage, il n'est pas en train de partir à tout va. Il n'y a pas une augmentation du volume qui laisserait penser que la tendance centrifuge est en train de s'accélérer ou serait complètement non maîtrisée. Au contraire, c'est plutôt contenu. Parce qu'il y a aussi des mécanismes, alors pour le coup, d'études d'impact au moment de la création, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que parfois, il y a un peu de dérive par rapport à un principe de spécialité. Donc, on commence à faire des choses accessoires qui finissent par grossir. Donc, il est bon régulièrement de se reposer la question que le Premier ministre pose, c'est-à-dire des missions essentielles et fondamentales, et de ce qui s'est greffé et qui peut-être parfois crée du doublon avec d'autres agences ou avec la centrale, crée des contradictions dans les messages envoyés, crée de la difficulté à déconcentrer. Quand on a des agences nationales qui n'ont pas forcément d'antenne ou de représentants ou d'administration locale, et d'ailleurs parfois elles n'en ont pas besoin. Il y a des services déconcentrés de l'État qui savent faire ça très bien. Il y a des modèles d'ailleurs d'agences dont les bras armés sur le territoire. Voilà. Donc oui, il y a des choses à travailler parfois. Peut-être d'ailleurs des choses un peu plus structurantes comme des suppressions, des fusions, des mutualisations. Mais comme vous l'avez relevé, je ne pense pas que ce soit... Enfin, qu'il faille faire le lien, en tout cas, avec notre sujet de trajectoire de finances publiques, parce que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes du tout. Et qu'il faut plutôt prendre ce sujet par le prisme efficacité de la conduite de l'action publique que par le prisme d'un train de vie un peu fantasmé qui serait un gisement d'économie massif. Pauline Martin. Merci, Monsieur le Président. Justement, je vais rebondir sur votre dernière phrase, sur l'évaluation des politiques publiques, parce que c'est effectivement le vrai sujet aujourd'hui et de façon générale, mais en tout cas sur les agences. Quelle est votre vision et surtout quels sont vos outils, quelle est votre capacité sur globalement cette évaluation, et puis comment éviter la multiplication des agences qui conduisent parfois quand même à un affaiblissement des ministères, puisque en France, voilà, on a tendance à confier un certain nombre de missions aux agences, mais on ne diminue pas non plus le ministère en conséquence, comme on peut le voir en Suède ou sur d'autres modèles. Donc, est-ce qu'on disperse finalement ces politiques publiques et ces ressources ? Moi, en tant que SGG, je n'ai pas d'outil d'évaluation des politiques publiques. Oui, enfin, je suis un bon poste d'observation. Après, il y a des champs que je connais mieux que d'autres parce que j'y ai travaillé aussi. Donc, et d'ailleurs, je trouve ça
je trouve que ce qu'on dit de la relation entre les agences et l'administration centrale, ou les services déconcentrés d'ailleurs, il y a aussi des sujets intéressants au sein même de l'État. En fait, moi, ça fait 7 ans que je travaille dans le monde interministériel. Je me rends compte à quel point il y a de la méconnaissance entre les ministères eux-mêmes, y compris dans l'impression parfois de certains d'être très très pauvres par rapport aux voisins, qui est parfois aussi des impressions un peu fantasmées. Donc tout ce qui permet d'ailleurs, c'est un accessoire, mais le sujet de la mobilité des agents publics entre ministères, entre centrales et déconcentrés, entre l'État et ses démembrements est important pour essayer de faire dégonfler ces sujets-là. Alors après, donc la question de savoir si, donc moi je pense qu'il n'y a pas de on peut pas dire qu'il y ait de multiplication des agences. Il y a un maintien et plutôt une baisse en fait des opérateurs au sens du jaune budgétaire. En revanche, ils gèrent beaucoup plus d'argent qu'il y a pas si longtemps, mais on va dire en proportion de l'augmentation des dépenses publiques sur les dernières années. Alors est-ce que le fait qu'il y ait il y ait des agences, c'est plutôt un facteur d'accélération de cette hausse des dépenses publiques ou pas? Encore une fois, ou est-ce que ça rend plus compliqué la réflexion sur les vrais gisements d'économie en termes de politique publique, là où il faut couper ou pas? J'ai du mal à répondre à cette question. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les opérateurs sur la réflexion sur les grandes masses, notamment de transferts. C'est essentiel de les avoir à bord de la réflexion. Une tutelle stratégique qui fonctionne correctement, elle doit pouvoir orienter les politiques publiques, y compris quand elles sont conduites par les opérateurs, puisqu'ils sont censés être dans la mise en œuvre et pas dans la conception. Et cette conception, elle est politique d'abord, avec les ressources de conception de l'administration centrale. Je sais que je ne réponds pas complètement à votre question, mais je n'ai pas de meilleure réponse. Oui, merci. Donc il y a un certain nombre de circulaires qui ont été prises, pour ne pas citer avril 2013, septembre 2014, juin 2015, juin 2019, pour rationaliser le paysage des agences et des opérateurs. Quel a été l'effet de ces circulaires? Il y a des circulaires, elles sont de nature un peu différente, oui. Mais globalement, est-ce que déjà elles ont toutes été mises en œuvre au regard des objectifs qui avaient été assignés? Ouais. Alors, par exemple, du coup, c'est vrai que je m'y suis replongée, donc le fait que je ne les connaisse pas absolument par cœur est peut-être un signal qu'elles ne sont pas... Mais pour le coup, ça, je vois au SGG, et mes équipes voient par exemple, la question de... quand est-ce qu'on crée une agence et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ça, les questions à se poser, elles restent actuelles. J'ai vérifié auprès de mes chargés de mission. Ils savent, ils ont leur grille. Alors, parfois, vous dire que systématiquement, cette étude d'impact, finalement, de la création d'une agence conduit à une décision rationnelle à la fin, non, il arrive que en fait, la décision de créer l'opérateur, elle nous arrive par le travers parce qu'à un moment politiquement il y a un besoin et on n'a pas eu le temps et on fait de la post-rationalisation de l'étude d'impact, ce qui voilà, ça nous arrive. Mais quand même, les réflexes sont là, on se pose les bonnes questions. Nous, on essaye régulièrement de plaider pour le fait de repartir d'un opérateur existant. Typiquement, là, récemment, dans le projet de loi d'urgence sur Mayotte, il y a eu une tentation de créer un nouvel établissement public. On a plaidé pour repartir de l'EPFAM et le sublimer. Et donc, il y a une ordonnance qui va permettre de lui confier des missions nouvelles. Mais voilà, donc on fait cet exercice-là. Et cet aspect-là des circulaires, je crois, n'a pas été perdu. Par ailleurs, je vous ai adressé un document qu'a préparé la direction du budget, donc je rends à César ce qui lui appartient, mais qui détaille un peu ce qui s'est fait depuis 2012 en termes de suppression, fusion. Donc on voit qu'en fait, ce paysage des agences, il n'explose pas du tout.
regardais, parce que du coup, je m'étais noté les chiffres, mais c'est... Voilà, depuis 2012, 69 organismes qualifiés d'opérateurs ont été supprimés et 45 opérations de fusion concernant 134 opérateurs ont été menées. Donc on voit que c'est une politique qui vit et qui vit peut-être plus intensément quand il y a une circulaire qui... Voilà, En 2019, on a été invités tous à réfléchir à la suppression des entités de moins de 100 ETP. Bon, moi, pardon de prendre mon exemple personnel, mais j'étais SGDSN à ce moment-là. On a supprimé l'INESJ, qui était un établissement public, et un GIP, qui était l'ONDRP. Je cite ces exemples parce que c'est aussi une bonne façon de se rendre compte que c'est pas simple, par ailleurs, de supprimer des... Ouais, c'est pas simple parce qu'il y a des gens en fait derrière qui ont des missions. Voilà. Et donc il faut faire attention aux gens, il faut faire attention aux cultures métiers, il faut faire attention aux raisons pour lesquelles à un moment on les a créés. Oui, et les coûts que les missions de ces gens font si c'est retransmis à d'autres. Alors, oui, par ailleurs, s'est entraîné derrière, parce qu'on a bien vu que certaines fusions avaient été plus coûteuses que réelles. Tout à fait. On sait qu'effectivement, les rationalisations par fusion peuvent parfois, in fine, représenter des économies, mais qu'il y a potentiellement des surcoûts initiaux qui parfois ne disparaissent jamais complètement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Premier ministre, quand il nous a demandé de réfléchir aux opérateurs, il ne nous a pas seulement dit c'est une cible en nombre de réductions, il nous a demandé de travailler sur plusieurs leviers, des suppressions potentielles s'il y a de la matière, des fusions, des réinternalisations, mais aussi, ce que je disais, des mutualisations de fonctions support, des suppressions d'implantations territoriales. Donc on travaille sur l'intégralité des leviers et pas seulement sur des scalps en termes de suppression. Mais donc voilà, je me suis quand même rendu compte que supprimer un établissement public, ça n'était pas du tout une évidence. Et néanmoins, on l'a fait, et en plus, moi je l'avais fait parce que j'avais une commande assez claire du Matignon de l'époque auquel je disais on a besoin de TP sur la mission de cybersécurité. Donc l'ANSSI, qui est un service à compétence nationale rattaché au SGDSN. Et donc on m'a dit oui, mais tu as un champ d'action avec les 1200 personnes du SGDSN au sens large, donc l'administration centrale SGDSN et les 3 SCN qui le composaient. Tu as des marges de manœuvre, mais dans ce cas, tu travailles ton écosystème pour mettre les ETP là où tu penses que c'est absolument essentiel, quitte à... Et c'est ce que j'ai fait. Je cite ça parce que je pense que c'est important aussi de dire aux directeurs d'administration centrale et aux opérateurs qu'on attend d'eux des propositions, mais en leur laissant aussi des marges de manœuvre et en leur faisant confiance une fois qu'on a donné la ligne, l'orientation politique. Et ça, peut-être que c'est un tout petit peu... c'est pas politiquement incorrect ce que je vais dire, mais... Comme SGG, je vois passer pas mal de hauts fonctionnaires dans mon bureau qui me parlent de ce qu'ils ont envie de faire après, ce qui est logique, y compris par ma casquette de présidente du comité d'audition pour les DAC. Et en fait, il y en a quand même beaucoup qui viennent me dire j'aimerais bien aller en opérateur, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de marge de manœuvre. Et je pense que parfois, c'est un peu une tendance qui renforce... c'est un peu autoréalisateur par rapport à cette envie de prendre de la distance, un peu de champ et d'être plus autonome, et d'avoir plus de marge de manœuvre. Je pense que ce serait bien qu'on puisse se dire en centrale aussi, il y a de la marge de manœuvre, il y a de la capacité d'action, il y a de la confiance avec le politique qui fait qu'on répond à la commande politique parce qu'elle est proche, mais la commande politique nous dit aussi... vous avez de l'espace pour agir et pour faire des propositions, pour
un peu contrebalancer, enfin rééquilibrer cette impression que l'administration centrale c'est très contraint, tandis que les opérateurs ce serait très libre. En fait, il faut qu'en opérateur on se sente contraint par la commande politique et par une tutelle, et qu'en administration centrale on ait l'impression d'avoir aussi des leviers pour être de bons stratèges et d'exercer correctement la tutelle. Avant de passer la parole à Gisèle Séné, comme l'évoquait Madame la rapporteure, après les circulaires de 2010, 13, 15, 19, est-ce que vous êtes en train de préparer une nouvelle circulaire qui permettrait de reprendre ce que vous évoquez tout de suite sur la question de l'attractivité du travail en ministère, à ces niveaux-là de l'État, par rapport à ce que vous évoquez comme une fuite vers les opérateurs, parce que du point de vue des agents qui ont déjà un parcours intéressant dans les ministères, considèrent aujourd'hui que le travail en ministère n'est plus si attractif que ça, et qu'ils ont certainement mieux à développer une carrière dans les opérateurs. Est-ce qu'il y a un travail, c'est ce que j'entends en creux, mais je pense qu'il faut être plus précis, sur le fait qu'il faut peut-être rendre plus attractif le travail à ces niveaux-là de l'État. Et est-ce qu'il y a une circulaire en préparation? Est-ce qu'il y a un travail à votre niveau qui est en préparation pour travailler sur ce sujet, justement? Il n'y a pas de circulaire en préparation, enfin pas à ma connaissance. En revanche, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Enfin, la succession des circulaires n'est pas pour moi le signe de ce que elles n'ont pas d'effet sur le réel. C'est juste que les équipes, elles tournent aussi. Il y a des choses qui sont bonnes à rappeler régulièrement. Donc moi, quand un nouveau gouvernement arrive, je propose aussi, en reprenant des choses qui ont déjà été dites, hein, ça me gêne pas de reprendre le travail de mes prédécesseurs. C'est logique et ça mérite parfois d'enfoncer le clou et d'être dit. Là, il n'y a pas de circulaire qui soit en préparation. Par contre, c'est vrai qu'on travaille notamment avec la DIES, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, la DITP, la DB, enfin tous ceux qui ont à la tête de direction, qui ont un peu des vocations interministérielles, qui essayent d'animer le travail interministériel. On essaye vraiment de travailler au collectif de l'administration centrale, parce que je pense que dans les sujets d'attractivité de l'administration centrale, il y a ce besoin de se retrouver dans un collectif, d'échanger sur les pratiques, de se sentir soutenu, d'être outillé. Et donc ça, c'est en tant que directeur ou directrice qui connaissons bien l'administration, parce qu'on est en contact avec beaucoup de gens dans l'administration, qu'on peut travailler à ces sujets, y compris d'ailleurs à des sujets ensuite de mobilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de parcours, où les gens vont un temps faire autre chose, être dans des fonctions plus opérationnelles, puis reviennent dans des fonctions d'expertise ou de direction. Ça, je pense que c'est important aussi pour démonter un peu parfois ces idées reçues sur c'est toujours mieux ailleurs, alors que voilà. Mais après, c'est vrai, en gros, les opérateurs, c'est sexy, mais il faut que l'administration centrale, ça donne envie aussi. Ça donne envie aussi. Donc on essaie de travailler à ça. Et ça passe aussi par des relations avec les cabinets ministériels qui soient plus équilibrés et qui, encore une fois, laissent de l'espace à chacun dans son rôle. Très bien. Gisèle Séné. Oui, écoutez, merci en tout cas pour vos réponses, parce que moi je trouve que ça confirme en fait un certain nombre de constats ou d'intuitions que nous avions, et on voit effectivement que manifestement on a une structuration qui fait qu'on a des ministères qui manifestement connaissent bien leur cheptel, vous nous l'avez confirmé, mais qu'il n'y a pas encore en tout cas de centralisation avec une vision globale. Enfin, vous l'avez manifestement, et vous-même vous nous présentez un petit peu voilà ce que vous ressentez au fur et à mesure des travaux d'animation que vous faites. Mais nous, notre interrogation, c'est de se dire, enfin moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le travail que vous êtes en train d'initier sur demande du Premier ministre, qui est en concordance avec le travail que nous faisons ici. Est-ce que vous avez, vous, une deadline, et est-ce qu'on pourra du coup avoir ces informations? Je pense que bien évidemment oui, il faut qu'on arrive en tout cas sur
sur le périmètre des agences que nous souhaitons à obtenir l'ensemble des informations qui nous permettra de pouvoir avoir une vision très claire. Et puis, vous disiez, depuis 2012, il y a eu 69 suppressions et 42 fusions. Est-ce que depuis 2012, en fait, il y a un suivi précis justement du suivi administratif, enfin reclassement ou des agents, ou en tout cas voilà comment les choses évoluent quand ils reviennent dans les ministères? Est-ce qu'ils restent toujours sur les mêmes sujets, ou alors finalement ils vont vers d'autres secteurs? Et puis surtout la partie budgétaire financière, c'est-à-dire que vous disiez vous-même que parfois les fusions, il y a des surcoûts. Est-ce que là il y a un suivi particulier, et est-ce que vous ne pensez pas qu'il est une bonne fois pour toutes nécessaire à ce qu'il puisse y avoir ce suivi très clair? En tout cas, moi je pense que les parlementaires seraient très à même et apprécieraient qu'il y ait une bonne fois pour toutes un processus de validation et de suivi, d'évaluation en fait de ces suppression, fusion. Alors parfois suppression évidemment à partir du moment où la politique publique s'arrête, s'éteint, ça semble évident. Il ne faut pas oublier que parfois qu'une agence peut perdurer, mais sur les fusions, moi je trouve que c'est, on a des cas que l'on connaît, qu'il y a eu fusion sur lesquelles on a effectivement le sentiment que parfois finalement cette fusion n'a pas été aussi efficace, ou répond pas tout à fait en fait à la volonté initiale politique. Donc voilà, ce qui me semble important, c'est en tout cas de pouvoir mettre en place des politiques d'évaluation, de suivi, et en tout cas nous sommes vraiment preneurs. Enfin, je pense que Madame la rapporteure, d'une manière très expressive, voilà, continuera à vouloir obtenir ces informations qui pour nous sont nécessaires. Non, alors, le suivi comptable, on va dire, il est fait par le fait que ces tableaux que je vous ai envoyés, ils existent depuis plusieurs années, et donc le jaune budgétaire notamment permet de faire des photos régulières et donc d'avoir un paysage, une vision du paysage qui évolue et qui est suivie. Après, je pense que les ministères ont les idées assez claires de ce qui a bien marché, de là où des évolutions de périmètre ont fonctionné, ont répondu à la commande, et là où au contraire ça a plutôt grippé les choses. Donc ça, ils le voient. Ils le voient sur les choses structurantes. Et je me permets de dire, parce que je vois ça aussi, de la tentation de l'exhaustivité, du contrôle, du suivi. Elle nous emmène dans des impasses, en fait. On a besoin de se concentrer, de cibler aussi nos évaluations, nos contrôles, nos réflexions collectives sur les objets qui en valent la peine, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des suivis exhaustifs, et on n'en a pas besoin, ni de les centraliser complètement. Je réponds à votre deuxième question, parce que par ailleurs, l'articulation chronologique de vos travaux par rapport aux nôtres, évidemment, nous, on a pour objectif de permettre l'alimentation de vos réflexions, au-delà de ce que je dis sur les grandes tendances, voilà, de vous donner des positions sur tel ou tel opérateur. J'ai compris que à ce stade, vous considériez que peu des gens audités étaient capables de vous dire là, typiquement, il faudrait faire ci ou ça. Je ne fais pas ça non plus. Je crois que ce serait un peu paradoxal. Je le fais pas parce que j'ai aucun mandat politique, et que précisément comme voilà, le sujet, c'est aussi comment l'autorité politique reprend la main. C'est évidemment pas à moi de livrer des idées que j'aurais en tant que SGG. En revanche, la commande, c'est bien de travailler à ce que l'autorité politique puisse trancher et que ça alimente vos propres réflexions. Donc on n'a pas de deadline. On doit faire très prochainement une restitution de nos premières pistes de travail, et on sait aussi qu'elle doit alimenter évidemment l'exercice de préparation du budget. Donc on sera dans ça.
Moi, je ne demande pas effectivement à ce qu'il y ait des évaluations sur toutes les agences. C'était particulièrement sur les fusions. Je pense que c'est un enjeu, finalement, parce que souvent, c'est une commande politique sur laquelle on se dit ce serait peut-être bien de fusionner, d'avoir 3 agences, ça coûte cher, etc. Mais je trouve qu'il serait important, en tout cas, particulièrement sur ces 42 fusions, d'avoir une visibilité. Parce que, d'une manière instinctive, on pourrait se dire, c'est vrai, parfois, on trouve qu'il y a des agences qui sont à peu près sur les mêmes champs de compétences. Et la démonstration que vous pourriez nous faire, c'est de dire, oui, comme ça, sur le papier, on pourrait se dire, elles pourraient travailler ensemble, mais on se rend compte que finalement, c'est pas aussi évident. En fait, c'est de ça dont on a aussi besoin d'avoir comme matière. Je comprends. Je suis toujours un peu troublé sur la question du contrôle, parce qu'en fait, au fur et à mesure, je ne dirais pas qu'on s'éloigne du terrain, mais on change de strate. Enfin, ce que j'entends par rapport à votre capacité du contrôle, ou grosso modo, vous n'avez pas les capacités de contrôler tout partout, tout le temps, parce qu'il faudra des effectifs colossaux. Quand on est en collectivité territoriale, notamment en commune, le contrôle de légalité, il est d'une précision redoutable, et il va nous chercher des centimes d'euros sur les lignes qui va les détecter une par une. Et c'est vrai que ça... C'est revenu plusieurs fois dans nos auditions, la question du contrôle à la fois budgétaire, mais aussi en termes d'application des politiques publiques demandées par les politiques. Et c'est quand même un outil, dans le cadre d'une commission d'enquête, qui est un levier intéressant et important. C'est vrai que comment réfléchir sur le rôle des uns et des autres et comment on se répartit la charge, les moyens, sur la mise en place de politiques publiques sur les territoires à travers des agences et des services de l'État, sans qu'on ait complètement la capacité à évaluer ce qui est fait par les uns et par les autres. Je suis un peu embêté en fait à chaque fois, parce que j'ai peut-être certainement trop un réflexe d'ancien maire, d'élu local, où on a été habitué pendant... Enfin, tous les maires et tous les élus le savent et le vivent. Et pour le coup, on trouve ça très bien d'être contrôlé constamment, parce que ça sécurise complètement l'exercice des élus. Mais de s'apercevoir que la question du contrôle est traitée d'une manière très différente, qu'on soit au niveau local ou au niveau, je dirais presque global, à l'échelle de l'État. Ouais. Ça, c'est une réflexion. Je ne sais pas si vous pouvez apporter un regard par rapport à ça, mais ce n'est pas complètement rassurant non plus, très sincèrement. Alors, je suis désolée si je donnais l'impression qu'on était... Parce que nous, entre nous, on souvent, et derrière cette expression, beaucoup de contrôle, enfin, beaucoup de rameurs et beaucoup de barreurs, je ne sais plus, bref, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. En tout cas, collectivement, on a l'impression d'être assez contrôlé par... le Parlement, qui fait son travail de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, d'ailleurs, les inspections générales qui lancent à la demande ou d'initiative certains audits, contrôles, inspections, la Cour des comptes, qui est quand même... très présente, donc je voudrais pas donner l'impression qu'on ne se sent pas contrôlé, nous aussi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en revanche, l'exhaustivité du bilan a posteriori ou de la tenue centralisée de grands tableaux de centralisation de toutes les données, ça c'est sûr que, non seulement on ne le fait pas, je ne sais pas si on aurait les moyens de le faire, mais surtout je ne suis pas complètement sûre que l'efficacité de l'action publique il gagnerait tellement. Et après, en revanche, là où peut-être vous avez entendu dire ça, et ça je pense que c'est vrai, la disproportion parfois entre les effectifs en centrale qui doivent exercer une tutelle efficace et la taille des opérateurs est un sujet. Les administrations centrales se sentent parfois un peu démunies face à de très gros opérateurs, mais qui sont très gros parce que les politiques publiques qu'ils ont entre les mains brassent beaucoup de public, beaucoup d'argent public. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, vous ne faites pas aujourd'hui de suivi central, mais vous êtes persuadé que le jour où on a besoin d'avoir l'information de manière agrégée, on peut l'obtenir. Si je vous dis ça, c'est parce qu'au PLF, on nous a invités à se prononcer sur la création d'une foncière d'État. Si on veut avoir une foncière d'État efficace, il faut déjà pouvoir
solliciter et cibler tous les acteurs potentiels et contributeurs potentiels de la foncière. Et donc finalement, tous les objets dont on discute, ils sont des potentiels clients ou en tout cas partie prenante de cette foncière. Donc voilà, j'ai envie comme vous d'être optimiste et de me dire que d'ici quelques semaines, l'ensemble des ministères arrivera à faire remonter une vision exhaustive de tous ces objets qui sont dans leur champ. Déjà pour qu'on finisse par en avoir une liste, et on interrogera la direction du budget pour effectivement savoir si 1169 c'est le chiffre sur lequel tout le monde doit s'arrêter ou pas, puisque c'est vrai que c'est une question qu'on se pose depuis le début de nos travaux, c'est déjà définir notre périmètre. Et je peux le dire, ça fait plus d'un mois qu'on mène des auditions, et je pense qu'aujourd'hui je ne suis même pas encore capable de dire quel est le périmètre de nos réflexions. Et ce qui nous intéresse, en fait, au-delà de savoir si on a cette donnée à l'instant T, à tout moment, c'est de savoir combien de temps il faut pour arriver à la consolider et à la récolter. Parce que, on le voit, et tout à l'heure je parlais de la politique immobilière, peut-être demain pour d'autres politiques, on aurait besoin de savoir, par exemple, où sont partout les agents publics et combien on en a et avec quel statut, dans quels établissements. Et je ne sais pas si aujourd'hui on est capable d'avoir ces remontées d'informations, mais on interrogera après les différents services en question. On a bien prévu d'avoir des auditions avec la DIES, la DITP, enfin tous ces services finalement qui sont en interministériel, donc qui font vivre le collectif d'administration centrale, mais qui pourraient aussi être des supports pour les agences et les opérateurs. Sur le rôle peut-être plus spécifique du SGG, il est prévu aujourd'hui qu'un certain nombre toute commission qui est créée par décret a une durée de vie normalement de 5 ans. Donc il y a un certain nombre de ces commissions consultatives qui ont été renouvelées en 2020, donc qui vont arriver à échéance à l'été 2025. Et vite, enfin le mois de juin, je pense que c'est demain, quand on connaît les délais de prise d'un décret et de publication du décret. Donc où en est-on ? Est-ce qu'il est prévu de renouveler toutes ces entités ? Est-ce qu'il est prévu d'en supprimer certaines ? Et si jamais, et quelle est la règle d'arbitrage qui fait qu'on pense vers l'une ou l'autre, vers la suppression ou le maintien ? Donc oui, on va faire une campagne de remontée des desiderata en termes de maintien ou de suppression. Comme vous l'avez vu, on a divisé par 2 le nombre de commissions depuis un grand exercice là qui était évidemment bienvenu. Après, comme il avait aussi un objectif d'affichage qui avait en soi du mérite d'ailleurs, mais qui a aussi caché une part d'artificialité de l'exercice, c'est-à-dire qu'on a supprimé parfois des commissions au motif qu'elles n'avaient pas besoin d'être dans les textes, vu que comme il s'agissait de réunir des agents publics sans aucune participation extérieure, il n'y a pas besoin de texte pour ça, et tant mieux. Enfin, on va pas et donc voilà, il y a ce que je veux dire, c'est que parfois dans ces grands exercices exhaustifs, on fait des choses pour l'affichage et en fait la vraie vie, heureusement, se passe au-delà des textes. Bon, les commissions qui demeurent aujourd'hui, ce sont des commissions qui ne sont pas que composées d'agents publics, parce qu'il y a un regard de parties prenantes autres, etc. Elles n'ont pas du tout elles ne pèsent pas, je veux dire, ni sur les finances publiques, ni sur le fonctionnement de l'administration de la même façon. Il y en a qui ne se réunissent pas pendant toute une année. Mais est-ce que pour autant, il faut les supprimer ? Enfin, supprimer des choses qui ne pèsent pas sur le fonctionnement, mais qui, le jour venu, permettent de réunir des gens qui ont un regard expert sur un sujet, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, le critère, ça n'est évidemment pas le fait qu'on ne se réunit pas souvent, parce que ça peut être tout à fait logique. En revanche, la réflexion sur la redondance d'un même type de regard sur un même sujet, ça, oui, ça nous fait regarder les choses éventuellement en se disant mais pourquoi on recrée quelque chose où on maintient alors qu'on a la même chose à côté ?
côté, ou en tout cas ça pourrait être une commission spécialisée au sein de quelque chose de plus large. Donc ça, on regarde les redondances, et puis on le fait en flux, hein. Surtout il y a les campagnes en fait, effectivement, de reconduction des décrets, mais nous en flux au SGG, on est vraiment les gardes-chiourmes de la création des commissions consultatives, puisqu'on a ce mécanisme, on ne peut pas nous en proposer une sans nous proposer de suppression. Alors à la fin, il y a souvent des dérogations parce que le cabinet du Premier ministre considère qu'à un moment donné, il y a besoin de faire ça et qu'on n'arrivera pas à trouver le gage tout de suite, donc on temporise sur le gage, etc. Mais c'est des dispositifs qu'on tient de façon assez ferme. Et quand vous faites l'évaluation de ce que coûtent ou pas ces comités, il y a ceux pour lesquels on a quelques données dans la base des GFIP, donc parce qu'il y a de la masse salariale ou autre. Puis après, effectivement, il y a tous ceux qui facialement ne coûtent rien, mais après, du seul fait qu'ils se réunissent régulièrement, ont un coût agent public qui viennent assister à ces réunions, ou un coût de mise à disposition de salles. Donc, est-ce qu'il y a une règle, par exemple, de valorisation des salles prêtées, enfin réservées par un comité pour se réunir, de manière à ce qu'on puisse avoir quand même une photographie du coût de fonctionnement du comité en question? Ouais. Non, on n'a pas une comptabilité analytique qui nous permettrait de connaître... d'affecter aux commissions un loyer fictif d'occupation de salles de travail. On a, au-delà des DGFIP, moi j'ai dû faire passer, parce que c'est au SGG qu'on gère le jaune commission, et donc on a des coûts par commission, des ETP, c'est agrégé, enfin je ne crois pas que ce soit effectivement très détaillé, et encore une fois, on n'impute pas des coûts fictifs pour faire une compta ANA précise. Après, on est sur des chiffres, c'est 30 millions, je crois, au total, le total des coûts de fonctionnement des commissions. Donc, je trouve que ça vaut peut-être le coup. Si vous nous dites tel sujet, faut le creuser, parce que là, on n'est vraiment pas convaincu, on peut le faire volontiers, enfin, vous ou d'autres instances d'évaluation ou de contrôle. Mais c'est vrai que je pense que la mise en place d'une compta ANA précise pour ces 314, je crois, aujourd'hui, commissions consultatives, je pense que ça nous prendrait de la bande passante administrative largement excédentaire par rapport à ce qu'on arriverait à tirer comme constat d'une compta ANA précise. Disons que si jamais vous estimez que la photo des 30 millions, c'est le coût réel, on le prend pour argent comptant, et effectivement, on peut se dire que 30 millions pour 314, ça ne vaut pas le coup qu'on y passe un temps de réflexion. Après, ma question était, je vais vous donner un exemple assez précis. Par exemple, le Conseil supérieur de l'énergie, en tant que tel, il n'a pas de budget. Sauf que quand le Conseil supérieur de l'énergie se réunit, il y a plusieurs agents de la Direction générale de l'énergie qui viennent. Il peut y avoir plusieurs agents de la commission de régulation qui passent aussi une après-midi entière à écouter d'ailleurs des parties prenantes que souvent ils ont déjà rencontrées en bilatéral pour préparer les dossiers. Il y a une salle qui est mise à disposition, qui est une salle d'État, puisqu'elle est, à l'époque c'était rue de Babylone, donc il y a quand même un coût de mise à disposition des locaux. Si on n'utilisait pas cette salle pour réunir le Conseil supérieur de l'énergie, demain, je ne sais pas quel autre conseil, on pourrait très bien imaginer que l'État vende ses locaux. Donc il y a quand même un coût qu'ici, il n'a jamais de ligne budgétaire. Le fonctionnement même de l'instance et le fait de réunir toutes ces personnes dans une salle tous les mois génère. Donc, est-ce que ces 30 millions, c'est finalement une version agrégée et approximée du coût de chacune de ces réunions, ou en fait, ces coûts-là, ils n'ont jamais été comptés? Voilà, c'était ça ma question. Je comprends. Pardon de vous dire ça. Je trouve votre question très, très pertinente sur le sujet de la mobilisation régulière de fonctionnaires, y compris très correctement payés, qui passent des heures en réunion. C'est une vraie question à tous égards pour les commissions administratives comme pour plein d'autres réunions. Je trouve que le sujet immobilier est un peu je dirais moins creusé volontiers sur ce sujet, parce que je pense que ça prend, pour le coup, on ne dédie pas vraiment de...
Ouais, et ça, j'espère que les travaux qu'on fait, de faire remonter chaque année la copie des ministères sur les commissions consultatives, permettent qu'on se repose la question régulièrement de l'aspect avantage, enfin bénéfice-coût, de se réunir avec des parties prenantes que parfois, comme vous dites, on a entendues, mais en même temps avec lesquels ce passage obligé est nécessaire pour que la concertation, enfin que finalement on convainc les écosystèmes et que certes ça prend du temps, certes en fait c'est de l'argent fonctionnaire dédié à ça, mais en réalité c'est ce qu'il faut pour faire aboutir la décision publique. Et on sait que parfois il y a des moments où on ralentit dans le parcours d'une décision publique parce que il y a des passages obligés, il y a des concertations, il y a des consultations. Donc qu'on essaye régulièrement de se poser la question de ne pas les multiplier et surtout de ne pas multiplier. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que deux consultations qui apportent le même prisme, le même regard, c'est inutile. Il faut évidemment réussir à... Mais que les fonctionnaires prennent du temps pour aller écouter ceux qui sont les destinataires de la norme, ben ça prend de la bande passante, mais à la fin, ça fait aboutir les... Après, tout ça serait très... Enfin, voilà, mais il faut peut-être aussi qu'on dissocie à l'intérieur de ça ce qui a un avis consultatif et ce qui a un avis obligatoire, parce que l'avis consultatif, à la fin, on peut passer outre. Oui. Voilà, donc... les avis conformes, il y en a assez peu en réalité. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant... Enfin, c'est intéressant de savoir comment est fait ce chiffre de 30 millions pour qu'effectivement, on comprenne si il y a un intérêt pour la Commission à continuer à regarder ces 300, parce que les comités Théodule, tout le monde en parle, mais donc voilà, il faut qu'on sache de quoi on parle et quel est l'enjeu aussi pour l'efficacité de l'action publique et pour... voilà, c'était le sens. Donc. Et peut-être une question complémentaire sur un autre sujet. Il y a eu un certain nombre de grandes messes. Voilà, on a eu la RGPP, on a eu la MAP, on a eu très récemment CAP 2022. Est-ce que le suivi des recommandations, est-ce qu'il y a un suivi des recommandations de ces différentes grandes missions qui visaient chacune à faire évoluer la manière de fournir l'action publique? Et notamment dans CAP 2022, il y avait quelques lignes sur justement le fonctionnement État, agence, organisation des ministères. Ou est-ce qu'en fait, c'est des objets qui restent très attachés au Premier ministre qui les a lancés et qui finalement meurent avec le départ du Premier ministre? Enfin... meurent dans leur appellation, dans leur étiquette, peut-être. En revanche, en fait, ils drainent des réflexions qui, elles, perdurent, heureusement. Et donc, on retrouve... Alors, parfois, c'est un peu inquiétant de retrouver les mêmes objets tous les 5 ans. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire avancer. Mais parfois, on se rend compte, au gré de ces exercices un peu séquentiels, que l'exercice précédent a permis de dénouer tel ou tel sujet. Donc oui, il y a un aspect un peu politique et incarnation, mais encore une fois, il y a aussi du travail de fond et il faut qu'il continue à avoir ce travail qui s'inscrit un peu dans le temps, dans le temps long, qui alimente le politique et qui... alors, est-ce qu'il y a un bilan du coup je ne suis pas sûre, enfin, je l'ai un peu cherché, mais je ne crois pas que ça existe dans cette forme-là. Mais par contre, les objets, on les retrouve dans les rapports d'inspection, les rapports de la Cour. Et on a une masse documentaire, en fait, très importante. Hein. Ouais. Écoutez, merci pour le temps que vous avez accordé à la fois cet après-midi, puis pour avant et après. Est-ce que
on va avoir d'autres éléments que vous allez pouvoir nous adresser, donc ça va prendre aussi du temps, et on sait que dans la question de la gestion du flux que vous avez à gérer au quotidien, le temps, c'est du temps, et merci de le consacrer pour cette commission d'enquête. Et donc on se voit en visio demain, mais on continuera nos travaux évidemment à partir de retour la semaine prochaine. Ouais, le lien c'est toujours le même. En fait, on a une salle de réunion virtuelle, donc c'est toujours le même lien. Toutes les semaines. Donc voilà, notre travail continue demain. Merci, merci madame. Merci, puis très bon retour, et encore merci pour cette merci. Merci à vous. Et puis je ne manquerai pas de répondre à certaines questions, et vous n'hésiterez pas à continuer à m'alimenter. Vous aurez d'autres interlocuteurs. Jamais. Vous pouvez compter sur nous.